Nous sommes donc réunis pour parler alimentation et notamment du plan alimentaire territorial porté par le département du Finistère depuis 2017, qui est bien évidemment celui du territoire. Chacun des acteurs, qu'il s'agisse sur le terrain, y contribue. Le conseil départemental vous réunit chaque année en tant que cheville ouvrière de ce projet et nous vous remercions de votre implication constante. Nombreux sont les acteurs engagés dans la lutte contre la précarité alimentaire et il n'est pas toujours aisé de se coordonner. C'est pourquoi nous vous proposons cet après-midi une mise en perspective des différentes échelles d'action de la stratégie européenne aux initiatives locales. Je laisse donc la parole à Michael Kernes, premier vice-président de la commission Insertion, Emploi, Développement et Attractivité du Conseil départemental pour le mot d'ouverture de ces assises de l'alimentation du Finistère. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes 152 pour l'instant. Donc il y avait donc 200 inscrits pour ces quatrième assise départementale de l'alimentation. Permettez-moi tout d'abord d'excuser notre présidente, Nathalie Sarrazol, qui devait ouvrir ces assises, mais qui ne peut malheureusement être de nôtre. Elle vous salue. Ces quatrièmes assises, vous le savez, ça a été dit. Nous les avions ouvertes en 2017 pour les premières. Ça répondait à la volonté exprimée par le conseil départemental du Finistère. Nous avions à l'époque répondu à un appel à projet. Un appel à projet lancé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et le ministre de l'époque, Stéphane Le Foll. Donc depuis, nous sommes des assidus, je dirais des fidèles de ces moments et au-delà des assises, des travaux qui ont été les nôtres. Nous sommes donc réunis à nouveau, nous représentons à la fois, les citoyens, les associations, des collectivités. Je tiens à saluer aussi les représentants des chambres consulaires, les 3 chambres consulaires avec lesquelles nous travaillons, et bien entendu les représentants de l'État qui doivent être à nos côtés également. Les 2 premières assises donc, de 2017 et de 2018 avaient été essentiellement axé sur le lancement de notre démarche. Nous avions identifié ensemble, à l'époque, 5 défis. Je les cite pour mémoire, connaître les dynamiques alimentaires, un consommateur acteur de ses choix, fédérer une diversité d'acteurs, favoriser une alimentation pour tous issus du territoire, et j'y reviendrai, conforter l'alimentation comme vecteur de lien social. À l'époque, en faisant en répondant à cet appel à projet national, le conseil départemental du Finistère avait aussi exprimé un choix politique majeur au détour de ce qui avait été notre décision, non pas en 2017, mais 2015. Vous savez qu'il y avait une réforme des institutions, une réforme de la République, la loi NOTRe, nous la connaissons, et à l'époque, le conseil départemental du Finistère, un choix d'ailleurs qui avait été salué par l'ensemble des élus, et je pense par l'ensemble des personnes, citoyens et acteurs concernés par ces démarches, par le fait que nous poursuivions nos politiques publiques en matière d'agriculture et de pêche et que nous choisissions au conseil départemental de continuer donc à agir au cœur de ces sujets et au cœur de nos territoires. Il s'est passé quelque chose l'année dernière qui, à mon avis, est une évolution majeure au conseil départemental du Finistère. À nouveau, une délibération, et j'en remercie mes collègues, qui a été adoptée à l'unanimité. Un virage qui, moi, me paraît extrêmement important pour porter ces politiques publiques depuis 2008. Nous portions des politiques publiques qui étaient liées à l'agriculture et à la pêche. Nous portons aujourd'hui des politiques publiques qui sont liées à l'agriculture, à la pêche et à l'alimentation. Je crois que c'est une évolution qui est sensible, qui est forte, qui est majeure, avec évidemment une volonté qui est exprimée d'avoir un secteur primaire performant, que ce soit pour l'agriculture ou pour la pêche, de nous adapter, et je pense que nous en discuterons ensemble cet après-midi aux transitions, et les transitions sont évidemment au cœur de nos discussions. D'ailleurs, ça a été, je crois, au cœur des élections, malheureusement, qui n'ont pas eu l'écho souhaité en pleine crise de pandémie, mais au cœur du pacte pour la transition, ce fameux pacte pour la transition au niveau national proposé par une multitude d'associations, mais qui vise à s'emparer de ces sujets, et notamment, vous aurez en tête les transitions énergétiques, mais aussi la transition alimentaire, la transition agroécologique et évidemment la volonté que chacun à notre place, et
et nous sommes tous des citoyens, nous puissions nous emparer de ces sujets, y participer et apporter notre pierre à la fois à la réflexion commune et puis ensuite au fait de bâtir ensemble des politiques publiques pour les adapter, je dirais, aux démarches qui sont les nôtres. Des évolutions qui ont été aussi majeures lorsqu'il s'agit de répondre à une des préoccupations que vous avez bien en tête. Lorsque nous avions été, un certain nombre d'entre nous, très interpellés par un certain nombre de crises alimentaires. Moi, j'ai en mémoire, évidemment, celle qui m'a le plus touché, c'est-à-dire en 2009, lorsque les exploitants agricoles laitiers déversaient leur lait sur nos terres et que les élus locaux que nous étions très interpellés par le fait, parfois, dans nos cantines d'école, dans nos cantines d'hôpitaux, de l'avoir de l'alimentation qui venait du bout du monde. Depuis, cette traduction, c'est ce concept de circuit court, dont nous parlons beaucoup. Et au Conseil départemental du Finistère, nous sommes emparés de ce sujet et nous avons mis en place, vous le savez, une plateforme qui s'appelle AgriLocal 29. Alors, nous ne sommes pas le premier département de France à le faire, bien entendu, mais nous avons rejoint ce réseau national avec la volonté de mettre en relation directe à la fois les producteurs de matières premières et puis ceux qui ont à la transformer, mais surtout ceux qui ont à la travailler pour la donner, en particulier à nos enfants, dans nos collèges. Donc, le Conseil départemental a évolué sur ces sujets avec l'ensemble de ses partenaires. Vous avez aussi en tête que le Conseil départemental, c'est la collectivité des solidarités. Collectivité des solidarités envers, évidemment, les femmes et les hommes de notre département, collectivité des solidarités envers les territoires. Et c'est vrai que l'année dernière, je pense que nous étions tous très interpellés par le débat qui avait été le nôtre sur la question de l'alimentation, de la précarité alimentaire et de son approche sociale. Et je tiens à remercier à nouveau Dominique Paturel, qui était docteur et qui est toujours docteur en sciences de gestion et chercheur à l'UMR Innovation de l'INRA Montpellier. On accueillera tout à l'heure sa collègue, qui nous avait un peu interpellés sur la manière dont nous appréhendions évidemment les enjeux de la précarité alimentaire et le lien qu'elle faisait majeur entre le sujet de la précarité alimentaire, le sujet du circuit court que je viens d'évoquer avec vous, et évidemment l'ancrage local de l'alimentation face aux réalités et aux préoccupations de nos concitoyens. Malheureusement, cette troisième assise, elle a un écho qui est terrible aujourd'hui, puisque nous vivons évidemment une crise, qui est une crise liée à cette pandémie, une crise donc de santé, une crise à l'échelle mondiale, mais chacun aura bien en tête aussi que nous vivons une crise, bien entendu, économique, mais je serais tenté de dire surtout une crise sociale majeure. La France est confrontée, comme beaucoup de pays d'Europe, à la situation de ses concitoyens. Évidemment, au Conseil départemental du Finistère, nous avons dû faire face pendant notamment le premier confinement. Ça se traduit évidemment malheureusement par le nombre d'allocataires du RSA qui a beaucoup augmenté, passant de 17 600 à 19 600 en quelques semaines simplement. Nous sommes confrontés évidemment à une demande d'aide d'urgence extrêmement forte, plus 11% d'aide d'urgence demandée. Et évidemment que ça fait écho au rapport qui vient d'être produit, notamment par le Secours catholique en novembre dernier, qui insistait sur le fait que tout simplement 12% de la population ont besoin de l'aide alimentaire aujourd'hui. Il y a aujourd'hui dans ce pays, mesdames et messieurs, 10 millions de Françaises et Français qui vivent sous le seuil de la pauvreté. 10 millions de Françaises et Français qui ont certainement connu et qui connaissent des difficultés dans leur quotidien. Évidemment, des difficultés liées souvent à des sujets d'ordre professionnel et d'accès à l'emploi, mais évidemment des difficultés souvent aussi dans leur logement, des difficultés souvent liées à leur mobilité. Mais ce qui est apparu certainement au détour de cette crise sanitaire, de ce premier confinement et de ce second confinement, c'est évidemment la crise alimentaire majeure et malheureusement les images auxquelles nous sommes confrontés. Et pour ceux qui pensaient que cela pouvait toucher que toujours les mêmes personnes, les plus pauvres d'entre nous, malheureusement, ce qui nous est dit, et moi je suis attentif évidemment à ce que peuvent nous dire les associations caritatives, à Quimperlé, dont je suis le maire, de Secours populaire, a lancé un message d'alerte extrêmement fort en nous disant tout simplement que les personnes qu'ils reçoivent aujourd'hui et qui demandent la solidarité alimentaire sont vous et moi, c'est-à-dire des personnes qui ont des difficultés dans leur quotidien, qui peuvent être artisans, qui peuvent être commerçants, qui peuvent se retrouver en situation de difficulté d'emploi du jour au lendemain, qui sont des étudiants. Et donc,
toute la population française peut être touchée par cette situation et ces difficultés. Donc, permettez-moi de remercier celles et ceux qui consacrent beaucoup de temps, je dirais, aux plus démunis d'entre nous, à ceux qui sont touchés par ces précarités. Donc, permettez-moi de remercier, mais vraiment chaleureusement, les bénévoles de l'ensemble de ces associations. J'ai cité le Secours populaire, j'ai cité le Secours catholique, mais évidemment que Emmaüs, que les Restos du Cœur et que bien d'autres associations pourraient être citées. Vous remercier vraiment d'avoir été aussi le week-end passé à la collecte pour faire en sorte que dans nos épiceries sociales, dans nos CCAS, nous puissions répondre à cette urgence alimentaire. Permettez-moi d'ailleurs de remercier aussi les agents de nos collectivités qui travaillent dans ces services, qui travaillent dans nos CEDAS, qui travaillent dans nos CCAS, qui travaillent dans nos épiceries sociales et qui malheureusement au quotidien, dans leur mission de service public, sont confrontés évidemment à ces situations. Ce qui était intéressant dans la conférence de l'année dernière, c'était cette approche de l'aide alimentaire qui, à mon sens, doit s'insérer évidemment dans des politiques publiques aux ambitions élargies. Que l'aide alimentaire d'urgence ne peut pas être considérée autrement que comme un socle minimal de réponse dans la lutte contre la précarité et qu'il y a bien un espace d'action pour organiser un accès durable à l'alimentation dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales. En disant cela, je fais écho évidemment aux propos de Madame Paturel, mais je fais aussi écho et j'ai relu hier soir une tribune qui est parue dans une revue qui s'appelle Reporter sur la sécurité sociale de l'alimentation. Un article qui a été signé par de nombreuses associations, par des syndicats agricoles également, et je crois que on est là au cœur de notre sujet et la sécurité sociale de l'alimentation doit, à mon sens, devenir une préoccupation à la fois des élus locaux et territoriaux, mais bien une préoccupation gouvernementale. Et je pense que le moment est venu, au cœur de cette crise économique et sociale, de regarder avec lucidité la situation et de se dire que nous devons être au rendez-vous de l'histoire et faire en sorte que ce que nous faisons au quotidien puisse s'élargir dans un cadre qui serait beaucoup plus conforté. Évidemment, quand on évoque la sécurité sociale de l'alimentation, il y a des problématiques qui sont liées à la transformation de nos manières de produire et de nos manières de transformer. Et de faire en sorte que dans l'évolution, dans les transitions, dans nos manières de produire, nous prenions évidemment un peu plus en considération que nous le faisons. Je tiens à le dire, les exploitants agricoles de cette région, de Bretagne, de ce département font des efforts majeurs, mais ils savent qu'ils doivent aller encore plus loin pour répondre à un certain nombre de préoccupations. Et puis, pour être au rendez-vous, tout simplement, de ce soin que nous devons avoir envers notre environnement, envers la biodiversité, envers la qualité des eaux, envers, évidemment, notre environnement au sens large. Et je crois que dans le débat et dans les ateliers qui vont être les vôtres, évidemment qu'on ne peut pas dissocier ces dimensions, à la fois de dimension de solidarité, de dimension de circuit court, de dimension d'alimentation saine, et donc de mode de production et de mode de transformation qui répondent aux préoccupations de nos concitoyens. Je tiens à remercier les jeunes concitoyens qui se sont inscrits depuis déjà quelques mois auprès du conseil départemental, avec le conseil départemental, pour interpeller les élus que nous sommes sur la manière dont nous appréhendons aujourd'hui un certain nombre d'enjeux liés à la jeunesse. Ils nous ont interpellés sur les questions de mobilité, ils nous ont interpellés sur les questions d'environnement, ils vont nous interpeller sur la question de l'alimentation. Ils l'avaient déjà fait, mais j'en suis certain, puisqu'ils doivent produire un rapport dans les semaines à venir sur la manière dont la jeunesse de ce département a vécu. Vous savez que c'est un sujet de préoccupation pour nous tous, est en train de vivre ce confinement. Et donc, l'atelier qui sera celui qui fera suite donc à ce débat qui va avoir lieu dans quelques secondes, eh bien, nous le devons donc à ces jeunes qui se sont investis depuis quelques mois déjà et qui nous accompagnent. Et je leur dis à la fois merci et je souhaite les rassurer sur la volonté qui est la nôtre au conseil départemental, aux élus du conseil départemental, qu'au-delà de la parole qui est la leur, ça se traduise en politique publique réformée et que nous puissions avancer sur l'ensemble de ces sujets. Je tiens aussi à remercier Madame Chiffolo, qui est donc elle aussi directrice de recherche en sociologie à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de Montpellier, puisque c'est elle qui va animer notre atelier sur la reterritorialisation ou la relocalisation de l'agriculture.
J'imagine que vous évoquerez les attendus de la loi, le fait qu'il y a une loi sur l'alimentation qui s'appelle Egalim, qu'elle vient nous interpeller. Je peux vous assurer qu'au Conseil départemental du Finistère, elle nous interpelle aussi beaucoup, évidemment, puisque comme nous avons la responsabilité, en particulier dans nos collèges, de faire en sorte que l'alimentation qui est donnée à nos enfants soit une alimentation de qualité et de proximité, eh bien, il faudra être au rendez-vous de la loi Egalim avec les objectifs qui sont des objectifs quantifiés que vous connaissez. Mais derrière les objectifs quantifiés que vous connaissez, c'est évidemment des objectifs de qualité et puis aussi des objectifs de quantité au sens où, vous le savez, au Conseil départemental du Finistère, on mène beaucoup d'actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire, qui est vraiment une préoccupation. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction, en vous remerciant à nouveau de vous être inscrits à ce webinaire. C'est vrai qu'on aurait aimé les uns et les autres être ensemble pour débattre de ces sujets qui sont des sujets vraiment de préoccupation, je crois, du quotidien aujourd'hui, qu'ils le deviennent pour chacun d'entre nous. Mais au nom du conseil départemental, de mes collègues conseillers départementaux, j'espère qu'ils sont nombreux et nombreux, et au nom de ma présidente, je tiens vraiment à vous remercier de participer à ces travaux et sachez que nous y serons attentifs dans les semaines et les mois à venir pour faire évoluer, comme nous le faisons déjà depuis de très très nombreuses années, nos politiques publiques pour les adapter le plus possible aux préoccupations de notre société et si possible aussi, je le dis, les devancer, parce que c'est quand même, je dirais, la force normalement des élus, c'est que de devancer, de mettre des politiques publiques qui ont un train d'avance ou un temps d'avance sur des préoccupations sociétales et de ne pas se retrouver toujours en difficulté à essayer de réparer, je dirais, cette société qui souffre de bien des maux déjà. Merci à vous toutes, merci à vous tous et bons échanges, bons débats. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Du coup, comme vous en avez parlé, au programme de ces assises de l'alimentation, d'abord une conférence inaugurale pour parler alimentation, évidemment, de la stratégie européenne aux initiatives locales. Nous ferons aussi un zoom sur l'alimentation des jeunes via le dispositif Parole de jeunes. Ensuite, à 15h30, après une très courte pause, un atelier technique sur l'ancrage local de l'alimentation, où nous pourrons recueillir des témoignages de plusieurs intervenants. Je vous invite dès à présent à poster vos commentaires et vos questions directement sur Zoom ou alors sur la page Facebook du Conseil départemental du Finistère et nous nous ferons un plaisir de les relayer. Nous passons donc maintenant à la première partie de ces assises, c'est la conférence inaugurale. Et pour l'ouverture de cette conférence inaugurale, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Conaré. Bonjour Damien. Bonjour. Damien Conaré, vous êtes ingénieur agronome de formation. Vous avez été nommé en 2001 secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde au Supagro Montpellier. Et vous coordonnez des programmes de recherche-action sur les questions agricoles et alimentaires, comme la durabilité des systèmes alimentaires urbains. Je remercie d'ailleurs au passage Dominique Paturel, qui était notre grand témoin de l'an passé, de nous avoir mis en relation. Damien, je vais vous laisser nous faire une petite présentation, enfin une belle présentation même, et nous décrypter pour nous donc la stratégie européenne en matière d'alimentation et ses répercussions sur la France et le développement local. C'est à vous, on se retrouve dans 25 minutes environ. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est évidemment toujours un petit peu frustrant de parler à distance derrière son ordinateur devant une telle assistance. En tout cas, bravo pour le succès de fréquentation. Juste petite précision sur ma présentation, je m'occupe des activités de la chaire UNESCO Alimentation du Monde que depuis 2011. La chaire n'a que 10 ans et non pas depuis 2001, mais bon, c'est un détail. Donc, écoutez, Monsieur Carnez l'a très bien rappelé, la manière dont la crise sanitaire, pour ceux qui en doutaient encore éventuellement, a mis en lumière la grande précarité alimentaire qui existe dans notre pays. Et c'était malheureusement probablement qu'un début, que la crise économique à venir. Pour expliquer ça, en tout cas déjà un certain nombre de phénomènes qu'on a pu observer lors du premier confinement. Vous vous en souvenez, il y avait eu très rapidement cette rupture de stock de produits alimentaires de première nécessité, et notamment des produits de premier prix, et qui avait poussé nombre de consommateurs à devoir opter sur des produits plus chers.
Et évidemment, pour les foyers les plus précaires, se retrouver plutôt dans le rouge dans le mois et devoir éventuellement avoir recours à de l'aide alimentaire. Deuxième phénomène, ça avait été la fermeture des associations et des services publics d'action sociale. Et puis, vous en souvenez aussi, de nombreux opérateurs habituels de l'aide alimentaire qui avaient dû un peu suspendre les distributions par manque de bénévoles, parce qu'on sait que une grande partie des bénévoles de ces associations sont des publics âgés qui, évidemment, se sentaient un peu vulnérables, voire très vulnérables vis-à-vis de la Covid, et du coup, qui n'ont pas pu venir travailler. Autre phénomène, c'est avec la fermeture des bars et restaurants, des petits boulots, des activités informelles qui ont été suspendues et qui ont touché beaucoup de publics, notamment le public étudiant. Et puis enfin, la fermeture des écoles qui a signifié tout simplement la fermeture des cantines. Et là, ça a été dans certaines situations absolument dramatiques. Et de se rendre compte qu'il y a notamment beaucoup de collectivités qui se sont rendues compte à quel point le repas du midi pris en cantine scolaire pouvait être tellement important pour un certain nombre de familles, voire complètement primordial pour beaucoup de familles et d'enfants. C'est le repas complet de la journée. Donc, on avait eu l'occasion d'échanger avec des élus de Nîmes qui s'étaient rendus compte de ça et qui avaient dû mettre en place très rapidement une aide d'urgence pour les repas de midi pour des enfants. Et ne s'étaient pas rendus compte de tout cela. Donc voilà, on a vécu une période très particulière où d'ailleurs ont été expérimentées un certain nombre de nouvelles formes de solidarité, peut-être moins conventionnelles, plus informelles, un peu hors radar, ce qui des fois a pu poser un petit peu problème vis-à-vis des acteurs plus habitués de l'aide alimentaire. Ça a pu poser des problèmes éventuellement de concurrence ou en tout cas de manque de coordination qui ont pu causer souci. En tout cas, il y a eu un foisonnement vraiment d'actions de solidarité qui ont été vraiment très, très intéressantes. Alors, je vous livre dans le chat, je vais vous livrer au fur et à mesure quelques rapports ou références. Donc là, il a été beaucoup fait référence à Dominique Paturel qui avait donc ouvert les assises l'an dernier et dont on a repris sur le site de notre chaire une opinion, un texte où elle a décrit justement toutes les formes un peu alternatives qui se sont développées pendant cette période de confinement. Puis c'est aussi une période qui a ouvert des formes de solidarité peut-être un petit peu plus formelles entre acteurs conventionnels, on va dire, notamment pour répondre à une grande problématique qui avait été la fermeture des marchés de plein vent. Et il a fallu trouver des débouchés pour ces produits. Et puis, comme on l'a vu en face, une forte demande de personnes en précarité pour des aliments. Donc, on a vu dans un certain nombre de villes des liens entre les centres communaux d'action sociale, les chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, pour proposer, par exemple, des paniers paysans aux plus démunis. On a vu d'autres formes de solidarité avec des villes comme, je crois que c'était le cas de Brest, qui a mis en place des bons alimentaires pour acheter de l'alimentation. Voilà, donc un certain nombre d'initiatives de cet ordre-là qui, là aussi, ont été très bien décrites dans un rapport qui avait été publié par France Urbaine et l'association Terres en Ville, un rapport qui s'intitule « Ville alimentation en situation de pandémie, expérience française ». Donc, vous y retrouverez un certain nombre d'expériences tout à fait intéressantes. Et le rapport souligne qu'en fait, il y a un certain nombre d'actions qui ont été d'autant plus efficaces qu'on était sur des territoires où avaient déjà été établis des projets alimentaires territoriaux, dans le sens où, justement, c'est des territoires où il y avait déjà eu des connexions, des liens, des discussions, voire des conseils locaux d'alimentation, en tout cas des structures qui avaient permis le dialogue entre agents sociaux, agents de l'agriculture et puis agents territoriaux, et donc avait permis une réactivité rapide dans ce moment de confinement. Alors peut-être petit retour historique, parce que ce processus de relocalisation, de reterritorialisation, on peut le dater grosso modo au début des années 90, avec une ville qu'on considère un petit peu comme pionnière. Alors c'est intéressant, c'est une ville qui est au Brésil, qui s'appelle Belo Horizonte, une ville assez importante de 2,5 millions d'habitants. Et c'est intéressant parce que l'entrée était vraiment une priorité de lutte contre la précarité alimentaire, de lutte contre la faim, en fait. C'est-à-dire que c'est une ville où sévissait, une ville qui est relativement riche historiquement pour l'exploitation des mines dans cette région, mais évidemment, le secteur minier qui s'est déclassé a déclassé une grande partie de la population.
Et donc, c'est une ville avec des très grands écarts de richesse et où sévissait la malnutrition. Donc, un maire a été élu en 93 pour éradiquer et a voulu éradiquer la faim dans sa ville. Pour cela, il a créé un secrétariat pour les politiques alimentaires et l'approvisionnement, avec comme mandat de mettre en œuvre un nouveau système alimentaire dans sa ville qui permette à tous l'accès à une nourriture saine et de qualité. L'idée, ça a été de relier des consommateurs urbains pauvres aux petits paysans locaux périurbains, puisqu'il y a une ceinture verte autour de la ville de Belo Horizonte qui est majoritairement peuplée de petits agriculteurs familiaux qui sont pauvres. Donc, il a imaginé évidemment un projet gagnant-gagnant d'alimenter la population pauvre de la ville par les pauvres agriculteurs périurbains. Et pour ça, ils ont mis en place des restaurants populaires la municipalité a subventionné des restaurants qui étaient localisés au centre-ville, par exemple près des terminus de bus et de métro, dans les quartiers défavorisés, et des repas subventionnés avec des prix réduits à 60% qui étaient destinés aussi bien à des populations à bas revenus, des sans domicile fixe, des étudiants, des retraités. Et donc, vous imaginez des restaurants qui étaient approvisionnés justement par des produits produits par les petits paysans périurbains. Donc, ça a été des restaurants populaires, ça a été d'édicter une règle pour l'approvisionnement de la restauration scolaire, de réserver 30% des appels d'offres municipaux pour la restauration collective, réserver 30% aux agriculteurs familiaux périurbains. Mise en place de banques alimentaires, de marchés paysans, etc., etc. Bon, ce projet a été particulièrement efficace puisqu'il a permis d'éradiquer quasiment la faim dans la ville, de faire chuter le taux de mortalité infantile de manière extrêmement drastique, et le tout pour un coût évalué à 2% du budget annuel de la municipalité. 2%, donc c'est rien, et pour répondre à une vraie priorité politique qui a été donc d'éradiquer la faim dans cette ville. En fait, ça a été un tel succès et cette ville a servi un peu de laboratoire d'un projet qui finalement a été étendu à l'échelle de tout le pays à la faveur de l'élection du président Lula en 2002 et qui a lancé du coup un programme fédéral que probablement certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Faim Zéro et qui lui aussi a connu un certain succès. Voilà l'exemple de cette ville pionnière, a suivi un grand mouvement un peu partout dans le monde, en Amérique du Nord, puis en Europe et ailleurs dans le monde, de relocalisation, de reterritorialisation de l'alimentation sur les territoires. Et on le voit à l'échelle internationale avec quelques grands accords comme le Pacte de Milan, qui est un pacte signé aujourd'hui par 210 villes qui sont engagées pour une alimentation durable sur leur territoire. À l'échelle nationale, il y a été fait référence donc la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014, qui a institué donc ces fameux projets alimentaires territoriaux dans l'idée de rapprocher les différents maillons de la chaîne alimentaire, soit les producteurs, transformateurs, distributeurs et puis les consommateurs, dans l'idée de favoriser le développement de l'agriculture sur les territoires et une alimentation de qualité. Donc, c'est un mouvement très vertueux qui amène un certain nombre d'innovations tout à fait intéressantes d'ordre social, environnemental, qui permettent à des nouveaux acteurs de venir s'installer dans la gouvernance de l'alimentation dans le territoire. Et donc, voilà, un certain nombre d'initiatives ont été prises, dont certaines ont déjà été évoquées tout à l'heure par monsieur Carnez. On peut toutefois souligner quelques limites à ces approches territorialisées. La première, c'est peut-être que la grande majorité des initiatives qui sont prises se limitent ou se résument, entre guillemets, souvent à trouver des débouchés locaux pour la production locale, ce qui touche en fait qu'une partie de notre alimentation. On parle de fruits et légumes et pas justement d'aliments transformés. Et ce qui fait qu'on peut, dans certaines initiatives territorialisées, passer à côté du grand enjeu et d'un enjeu majeur des systèmes alimentaires, qui est la transformation, ce qu'on appelle ce milieu manquant, toute l'industrie agroalimentaire. Alors, certes, il existe des initiatives qui vont justement réinstaller des unités de transformation, des abattoirs ou autres sur le territoire, mais elles sont encore assez minoritaires. Et c'est vrai que c'est un secteur, l'agroalimentaire, plus industrialisé, plus complexe, et que les collectivités territoriales ont souvent, pas toujours, mais souvent, plus de mal à appréhender. Donc ça, c'est une des premières limites, c'est-à-dire qu'il est souvent peu question de transformation agroalimentaire sur le territoire.
Et puis la deuxième, c'est que, et il y a évidemment des exceptions, mais d'une manière générale, des territoires intègrent assez peu les échelons supérieurs dans leur gouvernance alimentaire. Or, on sait bien que les grandes orientations des systèmes alimentaires aujourd'hui, elles dépendent largement de décisions qui sont prises aux échelles nationales et surtout à l'échelle européenne, à travers notamment donc, la politique agricole commune, cette politique qui, à l'échelle européenne, façonne l'offre dominante telle qu'elle se présente via les types de soutien qu'elle opère à l'agriculture. Alors, petit rappel pour ceux qui ne seraient pas très familiers de la PAC, j'imagine que beaucoup d'entre vous y sont très familiers, mais pour les autres, rappelez que c'est quand même la principale ligne de dépenses de l'Union européenne, c'est le premier budget de l'Union européenne, donc la principale politique européenne commune, en fait, c'est 400 milliards d'euros sur la période 2014-2020, qui était donc la dernière période de la PAC, là, qui est en cours de renégociation pour la prochaine période à partir de 2021. Et la France, qui est la grande puissance agricole européenne, en est le premier bénéficiaire avec 9 milliards d'euros par an d'aides européennes pour l'agriculture. Donc, c'est absolument considérable. C'est évidemment très heureux, hein, c'est ce qui nous permet d'avoir un beau pays comme le nôtre, avec des paysages agricoles bien entretenus et très peu de friches, contrairement au secteur de l'industrie et les friches industrielles. Bon, voilà, c'est des choix qui ont été faits de soutenir l'agriculture, beaucoup moins l'industrie, donc tant mieux pour l'agriculture. Mais on peut regretter assez clairement que la politique agricole commune n'est pas aujourd'hui inscrite très largement dans le débat public. C'est une politique qui est quand même assez spécialisée, une politique de spécialistes qui reste très agricolo-centrée. Et voilà, ce n'est pas un débat citoyen très commun de discuter autour de cette politique et des choix qui sont opérés. Donc, une politique qui reste globalement encore aujourd'hui assez productiviste, qui répond historiquement à un impératif de sécurité alimentaire, dont la logique, on l'a vu, a été renouvelée pendant cette crise du Covid, et d'avoir cette autonomie que permet cette PAC, c'est effectivement très heureux. Mais on sait aussi que c'est une politique qui voilà, se fait à prix élevé, à coût élevé pour notre environnement, pour la santé et pour aussi des dégâts socio-économiques que potentiellement elle peut engendrer ou en tout cas provoquer. Et évidemment, en Bretagne, vous êtes assez bien placé pour observer les effets de ce système qu'on peut qualifier de dominant ou d'agro-industrialisé, avec, d'un point de vue socio-économique, des formes d'oligopolisation, de forte précarisation, voire même de souffrance au travail. Hein. On le voit dans des filières comme l'élevage, de souffrance aussi dans les industries de transformation qui offrent souvent des travaux de très grande pénibilité. Donc, finalement, une PAC qui soutient un système dont on mesure aujourd'hui les limites très largement. Et de réforme en réforme tous les 7 ans, il est toujours régulièrement question de verdissement. Et finalement, souvent, les ambitions sont revues un petit peu à la baisse dans le cadre des négociations interétatiques, et on l'a vu encore cette année. La Commission avait publié au mois de mai une stratégie de la fourche à la fourchette qui s'intitulait « Pour un système alimentaire équitable, sain et bon pour l'environnement », qui fixait un cap assez ambitieux de transformation de l'ensemble du secteur agricole et alimentaire, qui abordait de front et conjointement les questions de réduction de la consommation de produits animaux, de perte et gaspillage, de réduction d'usage des produits phytosanitaires. Bon, finalement, la réforme a abouti à un projet qui est évidemment bien moins ambitieux. Alors, toujours à l'échelle européenne, et peut-être aussi pour rompre un petit peu ce cycle de réformes qui, finalement, s'avèrent assez régulièrement, finalement, assez décevantes dans leur engagement environnemental et autres. Il y a un collectif qui s'est dessiné ces 5 dernières années pour promouvoir une politique alimentaire commune. Et donc, c'est aujourd'hui un collectif institutionnalisé autour d'une coalition pour une politique alimentaire européenne, un collectif d'une 50aine d'associations, qui sont des associations d'environnement, des associations de coopération internationale, des associations de santé publique,
des coopératives de distribution, des associations de défense des consommateurs, de bien-être animal. Voilà, tout un collectif qui a produit un rapport qui plaide en faveur d'une politique alimentaire commune pour l'Union européenne, une politique intégrée qui recoupe les différentes politiques sectorielles et qui replace la transition vers la durabilité au cœur de toute action. Donc, elle a produit un rapport que là aussi je vous mets dans le fil de discussion pour ainsi consulter. Et donc, qui promeut donc une politique intégrée pour tenter d'éviter l'éparpillement, les contradictions entre différents secteurs, que ce soit l'agriculture, la santé, l'environnement, l'éducation, l'emploi, le développement économique, la justice sociale, etc. Et par exemple, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est aussi une façon de décloisonner l'aide alimentaire et de mieux la relier aux enjeux de production, de santé, d'environnement, de dignité, de citoyenneté, de justice. Et à ce sujet, il y a un récent rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qui a été publié il y a 2 ans, qui est, là aussi je vous mets dans le fil, s'intitule « La lutte contre la précarité alimentaire, évolution du soutien public à une politique sociale, agricole et de santé publique », qui a souligné les dysfonctionnements et qui promeut une approche plus systémique, plus intégrée de l'aide alimentaire. Alors, c'est un rapport qui souligne que depuis 10 ans, et on était en 2018 à l'époque, le public de l'aide alimentaire a été presque multiplié par 2, et on était là avant le Covid, que le dispositif français repose largement sur 200 000 bénévoles associatifs et qu'il est financé de 3 manières. D'abord par des achats de denrées sur des fonds publics, que ce soit des fonds locaux, nationaux et européens. Et donc, à l'échelle européenne, c'est le Fonds d'aide aux plus démunis, le FEAD, qui achète des denrées qui représentent à peu près le quart de la nourriture qui ensuite est distribuée chaque année par les réseaux associatifs habilités. On les a cités tout à l'heure, la Croix-Rouge, la Fédération française des banques alimentaires, les Restaurants du Cœur, le Secours populaire. Deuxième source, c'est des dons des particuliers et des grandes et moyennes surfaces. Et les dons des grandes et moyennes surfaces sont en croissance ces derniers temps du fait des obligations qui avaient été instaurées par la loi Garot sur le gaspillage alimentaire, et qui a posé le principe du conventionnement obligatoire avec des associations d'aide alimentaire entre opérateurs, les enseignes de grandes et moyennes surfaces avec des associations d'aide alimentaire pour éviter le gaspillage des denrées invendues. Et donc, les invendus doivent être redistribués aux associations d'aide qui, on le voit aussi, soulignent malheureusement la baisse ces derniers temps de la qualité nutritionnelle des denrées qu'elles collectent lors de la ramasse de ces invendus. Et puis, troisième source, et la plus importante, c'est la fiscalité, avec les réductions d'impôts qui sont accordées aux particuliers comme aux entreprises. Donc voilà, comme je le disais, ce rapport a fait le constat de dysfonctionnement et appelle à développer une politique plus systémique, plus interministérielle de lutte contre la précarité alimentaire, afin de mieux garantir l'adaptation de l'aide aux besoins qualitatifs et quantitatifs des publics en précarité. Et pour terminer, peut-être sur l'idée que justement l'aide alimentaire aujourd'hui est un petit peu discutée. Vous aviez sans doute eu justement des éléments de cette discussion l'année dernière avec Dominique Paturel. Il n'est évidemment pas question de remettre en question et de discuter la nécessité et le bien fondé de l'aide alimentaire telle qu'elle se pratique aujourd'hui, et la période du moment montre sa nécessité de manière encore plus prégnante. Il n'empêche que il y a des discussions autour de son aspect peut-être un peu descendant et qui reste ancré dans les circulants. Descendant dans le sens où on reste dans une logique distributive qui ne favorise pas nécessairement la dignité, la citoyenneté et l'autonomie des personnes qui sont aidées. Et qu'aujourd'hui, on le sait, avoir recours à l'aide alimentaire, ça demeure une expérience très, très difficile et qui peut, dans certains cas, être relativement disqualifiante. On va voir qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui essaient de dépasser cet aspect-là. Et puis le deuxième, c'est que c'est une aide qui reste ancrée majoritairement dans les circulants, avec une aide alimentaire qui est couplée à la lutte contre le gaspillage dans les circuits de distribution conventionnels. Et donc, d'une certaine manière, l'aide devient un peu un débouché des surplus du marché de l'agro-industrie.
Donc là, effectivement, un certain nombre d'initiatives aujourd'hui essayent de rompre avec cette idée d'une solidarité qui serait uniquement basée sur l'assistance et qui invite à essayer de faire avec, en plus de faire pour les plus démunis. À cet égard, il y avait un rapport, pardon, je ne peux pas vous abreuver de rapport, mais enfin celui-ci avait été vraiment marquant et très marqué un peu un tournant dans l'histoire de l'aide alimentaire, un rapport qui s'intitule « Se nourrir lorsqu'on est pauvre, analyse et ressenti des personnes en situation de précarité », qui était réalisé par ATD Quart Monde et qui avait rappelé l'importance de ce que représente l'alimentation, qui n'est pas juste se nourrir, c'est aussi s'alimenter, c'est source de plaisir, source de lien social, etc., etc. Et que voilà, c'est rappeler que, y compris l'aide alimentaire, peut toucher à de nombreuses dimensions. Donc des initiatives voilà, qui proposent d'autres voies, par exemple sur des créations de tiers-lieux, des maisons solidaires de l'alimentation, et je crois qu'il y a justement un projet dans ce sens-là à Brest, des créations d'épiceries mixtes, de groupements d'achat dans des quartiers populaires, des jardins d'insertion, des paniers solidaires, etc., et qui permettent donc de construire des dispositifs de solidarité avec les personnes qui sont en situation de précarité, parce qu'on le sait bien, être pauvre, c'est pas juste un manque de moyens qu'il faudrait combler par des transferts, mais c'est aussi souvent un manque de pouvoir d'agir. La précarité n'est pas seulement économique, elle est aussi beaucoup sociale. C'est l'isolement social qui est souvent le plus difficile à rompre, ce qu'on appelle la désaffiliation. Et certainement, une des plus grandes pauvretés, c'est l'absence de capital social. Et en sens, et c'était très bien indiqué aussi par M. Carnez, et visiblement un des piliers du PAT du Finistère, voilà, de le rappeler, et je terminerai là-dessus, que l'alimentation est bien au-delà simplement de la question de l'aide alimentaire. L'alimentation, c'est justement un formidable vecteur de lien social. Voilà, j'en terminerai là pour ma présentation. Merci beaucoup, Damien Conaré, pour ce discours à la fois explicatif et puis extrêmement... Là, on voit qu'il y a des liens aussi entre vous et Dominique Paturel qui sont très proches. Nous allons maintenant passer au temps des questions. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, donc à poser vos questions et commentaires à la fois dans Zoom et sur la page Facebook départementale du Finistère, et nous nous ferons un plaisir de les reprendre. Stéphane, je crois que nous avons une première question dans Zoom, s'il te plaît. Oui, une question de Yvon Thomas Quilvert. Bonjour Yvon, merci d'être parmi nous. Yvon, vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Parfaitement, oui, allez-y, on vous écoute. Oui, ma question, je l'ai posée par écrit déjà, c'est un peu comment est-ce que sur le département, enfin sur le territoire, on peut avoir une meilleure connaissance des importations et puis des exportations, parce que dans toutes les études nationales sur l'alimentation, eh bien, on souligne en fait que tous ces flux croisés sont extrêmement opaques. On ne sait pas très bien ce qu'on importe, on ne sait pas très bien ce que l'on exporte. Bon, par contre, on sait quand même que les fruits et les légumes représentent pratiquement la moitié des importations en France. Pour le bio, on importe 30%. Voilà, on a quelques chiffres, mais par territoire, on ne sait pas. Alors, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est important pour construire ensuite l'autonomie alimentaire du territoire? Merci beaucoup Yvon pour votre question. Damien Conaré, du coup, alors je ne sais pas si vous pourrez répondre spécifiquement sur le Finistère, mais de manière générale, est-ce que nous avons des données qui nous permettent d'avoir le rapport import-export alimentaire territorial et donc de pouvoir travailler sur la souveraineté alimentaire, par exemple? Oui, absolument. Alors, effectivement, moi, je n'ai pas du tout les données qui vous concernent sur le Finistère, mais le fait est qu'il y a beaucoup de territoires qui, effectivement, à l'instigation du lancement d'un projet alimentaire territorial, ont essayé justement de mesurer quels étaient les flux alimentaires. C'est un travail qui n'est pas beaucoup mené, mais qui est extrêmement éclairant et qui notamment permet de mesurer ce que vous avez souligné, monsieur, mais aussi de voir quelles étaient les capacités de transformation sur le territoire et là où il en manquait, comment éventuellement y pallier. Alors, je sais qu'il y a nous, on l'avait fait
justement de manière un petit peu, un peu provocante, puisque évidemment ce concept d'autonomie alimentaire qui montait, on voulait prouver que voilà, c'était quelque chose qui n'était pas possible partout, voire même nulle part en fait. Et bon, nous on s'est amusé à le mesurer dans l'Hérault, évidemment, qui est un territoire extrêmement viticole, un département en grande majorité viticole. Donc on montrait que en gros, pour nourrir la ville de Montpellier, il faudrait pouvoir mettre en culture et en autre culture que la vigne tout le territoire du département et même en, ce faisant, on nourrissait que la ville de Montpellier et pas le reste du département. Bon, c'est un cas un peu particulier, mais il y a d'autres scénarios qui ont été imaginés à Rennes, par exemple. C'est un travail qui avait été mené il y a, je pense, une dizaine d'années par l'école d'agronomie de Rennes pour montrer quel était le degré d'autonomie potentielle de tout le bassin rennais. Je sais qu'au Havre, qui a lancé aussi un projet alimentaire territorial à l'échelle de la métropole, ils ont fait un travail très intéressant que je pense que vous pouvez trouver en ligne, qui s'appelle la toile alimentaire, où justement ils ont mesuré et figuré géographiquement tous les flux alimentaires de ce qui est importé, de ce qui est produit sur place, de ce qui est réexporté. Et ça a été une cartographie extrêmement riche d'enseignements. C'est-à-dire que en fait, tous les acteurs du territoire, aussi bien du monde agricole, de la distribution, de la transformation, les collectivités, n'avaient pas mesuré quelquefois la folie de certains réseaux sur certaines filières, quoi. Et de voir que des choses produites sur place partaient extrêmement loin, des choses pour revenir, aller se faire transformer très loin pour revenir finalement être consommées là. Et du coup, ça a permis de vraiment mettre en lumière effectivement les circuits tels qu'ils fonctionnaient sur le territoire. Donc, il serait probablement heureux que le Finistère, si ce n'est déjà prévu, en fasse de même. Ouais. Merci beaucoup, Damien Conaré. Le message est passé. Une autre question, je crois, sur Zoom, Stéphane? Oui, une prochaine question de Christelle Dupin. Bonjour Christelle, vous êtes parmi nous? Oui, bonjour. Bonjour. Ah, Christelle, on ne vous entend pas. Peut-être qu'il y a un problème avec votre micro? Vous m'entendez là? Là, c'est bon, ne touchez plus à rien. Oui, bonjour. Oui, donc je vous disais, je travaille dans une épicerie sociale et je suis un peu inquiète sur la qualité des produits qu'on reçoit, notamment par les dons en fait, par les magasins qui sont à J0. Et voilà, donc c'est vrai que c'est inquiétant. On a beaucoup de produits en DDM dépassés. Donc je voulais savoir un petit peu quel était votre avis là-dessus. Merci beaucoup, Christelle. Damien Conaré, du coup, au niveau de l'aide alimentaire, voilà, vous nous en avez parlé, les surplus des magasins ou les dates dépassées. Christelle s'interroge sur la qualité de ces produits. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Ah, Damien, maintenant, Est-ce que vous nous entendez, Damien? Oui, non, mais c'est juste, il y a toujours un petit temps. C'est revenu. Je ne suis pas directement autorisé à ouvrir mon micro, donc ça prend toujours un peu plus de temps. Mais oui, en fait, ce que vous dites, madame, c'est des choses qu'on entend. Par ailleurs, effectivement, sur la baisse de la qualité des produits qui sont fournis effectivement par les grandes surfaces. Alors, c'est vrai que ça partait d'un projet qu'on peut considérer comme vertueux, c'est-à-dire que c'était un projet un peu gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'à la fois, on limite le gaspillage et en même temps, on propose des aliments pour l'aide alimentaire. Sauf que la difficulté, c'est qu'on voit que ça crée un espèce de marché finalement pour les surplus, et du coup la grande distribution n'est pas nécessairement encline à essayer de limiter, ou même en amont, les échelles d'avant, mais en tout cas ça arrive au niveau de la grande distribution, n'est pas nécessairement encline à tenter de réduire le gaspillage, puisqu'elle sait qu'elle va trouver un débouché pour ce faire, et en plus avoir des exonérations d'impôts ce faisant. Donc c'est sûr qu'on arrive à un système qui devient un petit peu problématique et qui se double et vous le soulignez là, effectivement d'un problème de qualité des produits qui sont proposés. Donc je ne sais trop que dire, si ce n'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été révélé dans d'autres endroits. Alors, il y a des initiatives. Alors là encore, je me réfère effectivement à Dominique Paturel, qui est une collègue directement, qui a été beaucoup impliquée dans nos travaux à la chaire et qui nous a beaucoup aiguillé sur ces questions de précarité.
Mais il y a éventuellement du coup des initiatives un peu alternatives qu'ils avaient essayé de monter ici à Montpellier, qui étaient justement pour éviter des approvisionnements des associations d'aide systématiquement par des invendus de la grande distribution, de proposer d'autres sources d'approvisionnement. Alors, c'est forcément plus compliqué à mettre en œuvre, c'est probablement aussi un petit peu plus cher, mais on est dans un système peut-être plus vertueux dans le sens où, là, dans le cas précis, pour le citer, c'était les Restos du Cœur de Montpellier qui a développé un mode d'approvisionnement en collaboration avec le MIN, le marché international de Montpellier. On a un MIN, nous, ici, un marché de gros. Et donc, pour pouvoir s'approvisionner directement auprès d'agriculteurs. Le MIN faisant un peu l'interface entre les producteurs du coin et donc les Restos du Cœur. Et donc, ça a permis aux Restos du Cœur de s'approvisionner en produits frais, de plus grande qualité nutritionnelle, directement auprès des agriculteurs du territoire. Donc là, on avait une démarche vertueuse où à la fois, ça donnait un débouché pour les producteurs locaux et ça permettait un approvisionnement de produits de meilleure qualité. Donc ça, c'est le type d'initiatives, alors qui sont évidemment toujours un peu plus compliquées à mettre en œuvre parce que c'est de la logistique à mettre en place. Bon, là, il y a eu le MIN qui a bien joué le jeu de faire cette interface logistique. Mais voilà, c'est aussi le type d'alternative qui peut exister pour justement un peu contrebalancer effectivement cette problématique de qualité de produits qui émanent de la grande distribution. Merci beaucoup, Damien Conaré. Nous allons prendre une dernière question avant de passer à la suite. Stéphane, est-ce qu'il y a une question de Michel Briand. Oui, bonjour, bonjour Michel. Si vous m'entendez. Alors, Michel, on vous entend très bien. En revanche, on ne vous voit pas. Donc, c'est pas grave, mais on vous écoute. Ah, si, on vous voit. Formidable. Oui. Dans un espace que j'ai ouvert avec Benoît Valory pendant le confinement, on s'est aperçu qu'il y avait des centaines d'initiatives en Bretagne autour des solidarités alimentaires. Et je me demandais s'il ne serait pas utile de favoriser une mise en réseau des acteurs qui, je dirais à leur échelle, sur des circuits courts, sur des AMAP ou d'autres initiatives, travaillent justement à, je dirais, une alimentation plus saine et plus solidaire. Et donc, est-ce qu'il y a des projets de ce type de mise en réseau des acteurs et pas simplement, je dirais, c'est un autre volet d'une politique publique, ce que font les collectivités, mais aussi ce que font les gens et de marcher sur ces deux jambes. Merci beaucoup, Michel Briand. Du coup, Damien Conaré, on en fait encore appel à votre expérience. Est-ce que vous connaissez des réseaux, justement, principalement associatifs et d'acteurs qui se sont regroupés pour mieux travailler au niveau de la lutte contre la précarité alimentaire et les circuits courts de qualité? Oui, alors ça s'est mis en place dans un certain nombre de territoires. Je pense par exemple à celui, le dernier en date, parce qu'on l'a visité là récemment avec nos étudiants, c'est en Bio-Vallée dans la Drôme, ou à l'échelle d'un territoire, donc de toute une vallée, tout un bassin versant de la Drôme, s'est mis tout un circuit d'organisation de l'alimentation sur le territoire avec un conseil local, comme ça se fait dans d'autres endroits. Également à Bordeaux, il y a eu création d'un conseil consultatif de gouvernance alimentaire, donc qui regroupe tout un tas d'acteurs, mais notamment les acteurs de l'aide alimentaire, les acteurs du social, les acteurs effectivement des circuits courts de distribution. Et ça permet ainsi de regrouper dans une même enceinte des acteurs qui gouvernent l'alimentation sur leur territoire. Donc, c'est une manière de faire. Alors après, c'est probable, alors peut-être, je n'ai pas vent, alors Yuna Chifolo, qui interviendra plus tard, pourra certainement vous en parler. C'est probable aussi qu'il existe, alors, si ce n'est à l'échelle régionale, mais au moins à des échelles, à l'échelle nationale, pardon, si ce n'est à l'échelle nationale, au moins à des échelles régionales, des réseaux effectivement de circuits courts qui se sont constitués. Merci beaucoup, Damien Conaré, pour toutes ces explications. Merci pour votre présence, certes dématérialisée, mais présence quand même, et puis pour votre engagement. Et merci aussi, évidemment, aux participants. Nous passons maintenant à la seconde partie donc, de cette conférence inaugurale, c'est-à-dire le Zoom, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sur l'alimentation des jeunes en Finistère et le dispositif Parole de jeunes.
Après avoir brossé le spectre des politiques d'aide alimentaire, le département donc, du Finistère souhaitait aussi attirer votre attention sur un point et sur un public particulièrement vulnérable en termes de précarité alimentaire, celui de la jeunesse. Et pour introduire cette thématique, nous vous proposons un film qui montre que malheureusement la précarité alimentaire touche aussi bien les jeunes et combien il est nécessaire de les prendre en compte dans les démarches d'aide alimentaire. Je m'appelle Laetitia, j'ai 19 ans. Je suis étudiante au lycée de Sussigno à Morlaix et j'habite à Morlaix. Alors quand j'habitais à Rennes avec mon compagnon, c'est vrai qu'il y a des moments où c'était assez compliqué en ce qui concerne l'achat d'aliments, l'achat pour faire les courses simplement. Quelles difficultés majeures identifies-tu ou rencontres-tu pour te nourrir correctement ou pour les jeunes en général en fait Alors, la première difficulté, je pense que c'est le prix de la nourriture, le prix des aliments sains surtout. Souvent, c'est beaucoup plus simple de s'acheter des boîtes de conserve avec des légumes dedans que d'acheter des produits frais qui sortent de chez l'agriculteur. Le prix c'est pas le même et en tant qu'étudiante, je sais que je me retournerai plus facilement vers les boîtes de conserve et je pense que beaucoup d'étudiants le font et pas seulement des étudiants. Mais je pense que la plus grande difficulté c'est le prix. As-tu des astuces ou bien des solutions pour surmonter ces difficultés? Alors, déjà oui. Ce que je fais surtout, c'est d'acheter mes courses au mois. Je trouve que je dépense moins d'argent. Et comme ça, ça me permet de directement voir quelle quantité d'aliments sains je veux acheter. Et ne pas me retrouver le soir à me dire qu'est-ce que je mange. Voilà, je prépare un petit peu tout ça. Connais-tu des dispositifs d'aide pour remédier à ça, genre des épiceries sociales, des aides financières ou bien même des associations étudiantes? Alors je sais qu'il y a des épiceries sociales, mais après, voilà, quoi, c'est tout. Je sais qu'il y en existe, mais... Penses-tu que les jeunes sont informés sur ces aides? Alors je pense qu'ils sont informés, mais pas assez. Un film réalisé donc par un partenariat entre l'association Les Éco-Bretons et le centre social Caridas. Au-delà des apprentissages qu'il nous apporte et des émotions qu'il peut aussi nous susciter, ce témoignage soulève de nombreuses questions. Donc, quelle alimentation pour les jeunes en Finistère? Mangent-ils à leur faim? Ont-ils accès à une alimentation saine, bio, locale et de saison, idéalement? De quel soutien bénéficient-ils et quelles initiatives portent-ils pour s'entraider entre pairs? Autant de sujets qui interrogent le département qui est allé à la rencontre de ces jeunes via un dispositif spécial, comme je vous le disais, Parole de jeunes. Nous avons le plaisir d'accueillir pour répondre à cette question Marie Gay. Donc vous êtes vice-présidente en charge de la jeunesse au conseil départemental. Bonjour Marie Gay. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, bonjour. Je suis là. Parfait, c'est les aléas de la technique. On vous entend très bien. C'est ça. Du coup, je disais bonjour à toutes et à tous. Oui. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus spécifiquement ce qu'est une parole de jeune? Comment est-ce que vous avez construit et pourquoi ce dispositif au sein du Finistère? Écoutez, oui, je vous répondrai sur qu'est-ce que c'est que parole de jeune, mais il est bon d'expliquer peut-être aux participants de ces assises départementales le pourquoi on a créé Parole de jeunes sur ce mandat. Donc, sur ce mandat, notre projet départemental a porté la jeunesse comme l'un des projets emblématiques de notre politique départementale. Et pour ce faire, la présidente Nathalie Sarabazol avait passé une commande très claire en me désignant comme vice-présidente en charge de la jeunesse, en quoi la politique départementale qu'on doit définir pour les jeunes, en faveur des jeunes, doit être construite et élaborée avec les partenaires institutionnels, mais les acteurs jeunesse, mais particulièrement avec les jeunes eux-mêmes.
Partant de cette feuille de route, nous avons toujours travaillé en collaboration avec les jeunes et de leur initiative, le dispositif Parole de Jeunes est né. Qu'est-ce que c'est que le dispositif Parole de Jeunes? C'est un outil, je dois dire, ou un lieu en tout cas de débat, de concertation et de partage d'idées, où les jeunes finistériens de tout horizon et de tout le Finistère qui peuvent participer à des thématiques politiques qui intéressent le département, participer, contribuer, proposer des contributions. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter les différentes contributions qu'ils ont déjà faites sur la mobilité, sur la pauvreté et sur l'environnement. Et parmi tous les travaux, la question de la santé, comme la question alimentaire, est une des questions centrales que posent les jeunes. Comment faire pour manger sainement? Comment faire pour avoir accès à cette alimentation en réseau? Il y a une question, le reportage le disait tout à l'heure, puisqu'il y a de l'existant, il y a des associations caritatives qui répondent à ces besoins. Il peut y avoir des aides alimentaires dans le territoire, mais aujourd'hui, la connaissance de l'existant au niveau des jeunes ne se fait pas clairement ou ne se fait pas facilement. Donc, ils ont clairement demandé, en tout cas, qu'on les informe sur l'existant, le réseau alimentaire qui existe dans le territoire, puisque je pense que voilà, c'est une question centrale sur leurs préoccupations. Donc, Parole de Jeunes, pour vous répondre, c'est vraiment une instance départementale qui est créée par les jeunes et par nous, politiques et institutions, mais une instance qui est ouverte à tous les jeunes finistériens pour venir débattre, échanger sur des thématiques centrales qui portent plus sur les politiques publiques du département, rapidement. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être 2-3 exemples de travaux en cours sur le Finistère? Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont déjà travaillé sur 3 thématiques, la mobilité, la pauvreté et l'environnement. Et aujourd'hui, ils sont en rédaction sur leur prochaine contribution qui concerne la crise sanitaire et l'impact que cette crise a pour les jeunes finistériens. Donc, ce travail avec le confinement et toutes les précautions à prendre, ça a été fait vraiment en réseau. Sur Internet. Et là, ils sont à la fin de cette contribution, ils sont en rédaction pour répondre à cette question-là, puisque effectivement, la question de la crise sanitaire les impacte également, tant sur l'alimentation, mais aussi sur les mobilités, mais aussi sur d'autres questions qui les concernent. Donc voilà, ils vont nous préparer cela. Et les contributions qu'ils nous proposent, c'est important de le rappeler, c'est aussi des contributions qui nous permettent, nous, d'avancer sur les politiques publiques qu'on met en place. Ce n'est pas une contribution qu'on va poser sur la table ou mettre dans un tiroir et l'oublier. Non, toutes les contributions qu'ils nous ont proposées, on les met en place au fur et à mesure des actions politiques qu'on porte dans ce mandat. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Marie-Gaille. Merci pour toutes ces explications et cette présentation. Justement, nous allons parler un peu plus en profondeur, en particulier d'un projet de Parole de Jeunes. Alors, projets qui peuvent être portés à la fois par la mission jeunesse du département, mais c'est pas de ces assises de l'alimentation. Partenariat inédit donc a été réalisé par l'association Les Éco-Bretons et le centre social Caridas. Et Wilbert Belin, donc qui est animateur social à Caridas, ainsi que Laurence Mermet, la présidente de l'association Les Éco-Bretons, vont nous présenter ce projet. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Magali. Donc effectivement, Éco-Breton, c'est un web média associatif citoyen qui se dédie aux transitions écologiques, sociales et solidaires au plus près des territoires de Bretagne. Et pour cela, nous avons le soutien de collectivités locales, notamment le conseil départemental, Morlaix-Caux et la région. Et ces initiatives, nous en parlons amplement, mais nous donnons également la parole
c'est la particularité de notre média citoyen, c'est qu'il y a une journalisme, mais il y a également des paroles citoyennes et notamment des paroles de jeunes citoyens. Et c'est tout naturellement que nous sommes rapprochés du Centre d'action sociale Caridas pour justement aller prendre la parole et donner la parole aux volontaires en service civique sur une thématique qui nous intéresse, nous, depuis nos débuts. Nous avons consacré un certain nombre d'articles aux initiatives liées donc à l'alimentation, toujours avec notre fil rouge solidarité, écologie, proximité. Et avec Caridas, donc nous avons pour pouvoir donc faciliter cette prise de parole des volontaires en service civique, nous avons proposé des ateliers sur 4 jours, leur permettant déjà de se faire une idée, d'avoir une idée, nous, de leur représentation de ce qu'est la précarité alimentaire de manière large. Et puis, petit à petit, nous avons resserré l'entonnoir jusqu'à arriver à avoir des témoignages de leur part sur leur expérience de l'alimentation et puis peut-être de la précarité alimentaire directement ou indirectement. Et puis à la fin, nous nous sommes éclipsés de façon à ce qu'entre eux, ils et elles se filment. Et ça s'est très très bien passé et nous sommes vraiment très très touchés de la confiance qu'ils nous ont accordée en livrant leurs paroles sur ce thème dont on connaît, qui est d'une actualité de plus en plus criante. Je vais laisser la parole à Wilbert Belin, animateur social à Caridas. Merci beaucoup Laurence Mermet. Bonjour Wilbert. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de votre projet aussi? Comment est-ce que ce projet a été accueilli par les jeunes de Caridas? Disons, le projet est né depuis 2018 parce que c'est nous, on a l'atelier d'utilité sociale, on expérimente un collectif de service civique à Caridas. Donc, par la suite, on va dire, ça s'est fait naturellement avec Éco-Breton parce que, en discussion avec Laurence, on était un petit peu sur la même thématique parce que avec ces jeunes, nous, les mardis matins, on parle beaucoup sur un quoi de neuf. Donc, c'est l'esprit critique. On essaie de déterminer un sujet autour de la société. Et donc, l'alimentation est arrivée vite sur la table. Voilà, faut dire. Et donc, et là, la discussion avec Laurence, on a dit pourquoi pas faire une coopération ensemble. Donc, c'est un projet d'utilité sociale. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de créer du lien de proximité. Par la suite, c'est d'écrire aussi le quotidien des jeunes à travers de l'engagement. C'est le pouvoir d'agir, surtout, pouvoir d'agir et la participation. Nous sommes dans un centre social. Et ce projet-là a pu donner sens vraiment à l'estime de soi, à la confiance de soi. Et vraiment, nous, on dit à Caridas, c'est une école de responsabilité. Voilà, un petit peu ce projet. Et le projet, vraiment, c'est vraiment inscrire ces jeunes-là vraiment dans un collectif, sur un territoire, vraiment sur cette thématique. Et aujourd'hui, dans les quartiers, on n'en parle pas assez. Je pense que les jeunes eux-mêmes, ils vont nous dire, énumérer un petit peu ce qu'ils en pensent par rapport à l'alimentation. Et aujourd'hui, à Caridas, nous, on a fait ce pari-là de venir discuter, expérimenter, mettre ces choses en place parce qu'en même temps, il y a l'alimentation, mais on est sur un projet aussi autour de l'environnement, autour des déchets. On travaille aussi autour des jardins solidaires, où effectivement, on va mettre des composts au pied des immeubles, on va ramener tout ça au jardin, on va cuisiner ensemble, voilà, pour comprendre un petit peu vraiment l'alimentation et puis cette précarité. Et puis aussi de redonner la possibilité aux jeunes, peut-être comme il dit, ils vont vous dire aussi, peut-être bien manger ou pas bien manger, mais en tout cas, nous, on est dans ce questionnement. Ouais. Merci beaucoup, Wilbert. Merci beaucoup pour cette présentation et puis félicitations pour tout le travail accompli au quotidien.
Du coup, on parle beaucoup de parole de jeunes, de laisser la parole aux jeunes. Eh ben, quoi de mieux que de les laisser s'exprimer, évidemment, au cours de ces assises de l'alimentation. Donc, c'est Silvano et Maëva qui sont tous deux en service civique chez Caridas et qui ont participé donc à ce projet Parole de jeunes avec Éco-Breton, qui vont nous présenter un petit peu leur projet. Merci beaucoup. Oui, je m'appelle Silvano Quitanea, j'ai 18 ans. Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci beaucoup. Je suis en service civique à Caridas et avec Maëva ici présent et mes amis qui m'entourent. Je trouve que c'est un sujet très important et je vous remercie de nous avoir donné la parole à Wilbert et Laurence. Merci beaucoup. Car on n'entend pas assez la parole des jeunes sur ces sujets-là. Je trouve très important de leur donner la possibilité de s'exprimer sur des sujets qui les touchent. On pense tendance que ces sujets sont réservés aux adultes. Malheureusement, ces sujets touchent n'importe qui et on peut le voir pendant cette pandémie que les jeunes sont mis au pied du mur et que malheureusement, cette situation ne fait que s'aggraver. Donc, merci beaucoup. Pendant cet atelier Éco-Breton, on a pu voir à travers plusieurs exercices qu'est-ce que la précarité alimentaire, car je pense qu'on n'a pas été mis assez au courant de qu'est-ce que la précarité alimentaire. Nous a toujours isolés et mis dans la tête que ces sujets-là sont des sujets réservés aux adultes. Malheureusement, ces sujets-là nous concernent, donc je trouve ça très important de nous avoir donné la clé de nous exprimer. Le premier exercice était une carte mentale, tout simple, avec une phrase centrale, la précarité alimentaire. Je trouve intéressant de voir qu'est-ce que cette phrase évoque chez chacune des personnes ici présentes. On a tous un vécu différent et pouvoir mettre nos mots sur cette phrase est très passionnant et très intéressant. On a tous un vécu différent face à diverses situations, donc nous donner la clé de nous exprimer rien qu'avec une phrase toute simple, c'est une chance inouïe. Ensuite, on a travaillé sur un atelier plutôt visuel. Tout bêtement, on crée une cohérence avec diverses images, comme celle-ci. Alors, on peut voir à droite la récolte et ensuite à gauche, merci, la redistribution. Je trouve que cet exercice était d'une simplicité qui était, enrichissante, car on a tous une façon différente d'interpréter des images et de pouvoir voir comment chaque personne interprète une image qu'on nous donne est passionnant. Donc, je remercie encore Laurence. Et je donnerai mon avis sur la précarité alimentaire. Je pense qu'on maternalise souvent les jeunes et on leur dit souvent, vous inquiétez pas, vous avez encore le temps. Malheureusement, le temps, il est plus là. On est vraiment au pied du mur et les jeunes ont besoin de soutien et d'aide. Donc, je pense que plutôt que d'isoler les jeunes et de les mettre de côté, il faut les inclure dans les débats et n'oublions pas que les petits d'aujourd'hui sont les grands de demain. Merci beaucoup. Et je donne la parole à Maëva. Merci beaucoup, Silvano. Maëva, bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Maëva Léran, j'ai 18 ans et je suis en service civique à Caridas. Et du coup, pour moi, il faudrait insister sur l'information auprès des jeunes et leur montrer tous les dispositifs mis en place pour les aider. On devrait arrêter de mettre la pression aux jeunes en leur rabâchant que s'ils ne travaillent pas à l'école, ils ne pourront pas subvenir à leurs besoins. Mais la plupart des jeunes qui sont en précarité alimentaire sont des étudiants. Donc pour moi, il faudrait plutôt leur dire que si un jour ils sont en difficulté, ils auront toujours des moyens et des aides à leur disposition. Il faut plus les encourager à demander de l'aide et leur fournir des solutions pour l'avenir, car si plus de jeunes connaissaient les aides mises à leur disposition, ils pourront plus facilement chercher des solutions pour lutter contre la précarité alimentaire. On pourrait expliquer aux jeunes que la précarité alimentaire, ça touche plus de personnes que ce qu'ils pensent et qu'il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide quand on en a besoin et que ces dispositifs sont là pour ça. Il faut faire comprendre aux jeunes qu'il vaut mieux demander de l'aide et sortir d'une situation compliquée que de ne rien demander et rester dans ses problèmes. On devrait aussi expliquer plus en détail ce qu'est la précarité alimentaire, car pour ma part, avant nos ateliers avec Éco-Breton, je ne savais pas tout ce que ça englobait. Je pense qu'il y a certains jeunes qui ne savent même pas qu'ils sont dans une situation de précarité alimentaire. En conclusion, je dirais que l'information est primordiale et qu'il faut déculpabiliser les personnes qui sont dans cette situation. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Maëva. Et merci pour toute cette sincérité aussi dans votre parole. Voilà, vous vouliez une tribune. Je crois que vous en avez eu une aujourd'hui et votre message a été bien entendu. On va terminer cette présentation donc de Paroles de jeunes avec un film complémentaire à celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc un film toujours réalisé dans le cadre de ce partenariat Éco-Breton Caridas. Et c'est un film qui a été réalisé par les jeunes eux-mêmes et qui montre le travail accompli dans ce partenariat.
Pas tellement, parce qu'avec ma mère, on a l'habitude de prendre beaucoup de sachets de pâtes parce que c'est le moins cher et du coup, enfin, après on n'en mange pas tous les jours non plus, mais c'est ce qu'on mange le plus, quoi. Des fois ouais, des fois non, ça dépend. Je pense, oui, après il faut aimer cuisiner, mais pour moi je pense que c'est un plaisir. Ouais. Pour moi c'est un plaisir. Même si je vais passer 3-4 heures en cuisine, ça va toujours être un plaisir, quoi. Si je le fais, c'est pour le faire à fond. Donc voilà. C'est cliché, mais je dirais un peu McDo quand même. C'est bon, hein, c'est très bon, j'adore ça. Mais c'est un peu de la malbouffe puisque c'est gras. Je parle aussi du fait que c'est malbouffe, mais aussi en termes écologiques, c'est pas. Il y a des choses on sait que c'est pas bon, mais voilà quoi. Pour moi, la malbouffe, bon, bah, c'est comme les autres, c'est les fast-food, tout ça aussi. Mais c'est aussi pour moi. Quand c'est pas équilibré, ou les sandwichs, tout ça, les plats déjà tout prêts, pour moi c'est aussi de la malbouffe. Je pense que oui. Ouais, bien équilibré, enfin ça dépend si t'achètes du frais ou pas, mais... Ouais. Je pense que bien manger peut coûter cher et non en même temps. Tout dépend de ce qu'on appelle bien manger déjà. Et après, je sais que parfois je peux faire mes propres plats et ça sera moins cher que si j'achetais le plat tout fait. Et parfois c'est l'inverse, tout dépend des plats et des ingrédients qu'on veut acheter. Bien manger, en termes de qualité et surtout de goût, ça peut avoir un coût. Après ça dépend si on achète du local, si on achète du importé mais cher, c'est pas forcément sain. Donc le bon et local c'est pas forcément cher, ça dépend d'où tu l'achètes. Premièrement, le coût des achats, en fait, le coût des produits, premièrement. Deuxièmement, les moyens de transport, en fait, simplement. Et voilà. Plus maintenant ça a changé. De 4 ans à mes 6 ans, on a le Resto du Cœur. Mais sinon, on mangeait à peu près bien. Alors oui et non, en tant qu'ancien étudiant, où voilà quoi, on est jeune, avec la bourse, comment on appelle ça, les loyers, les résidences universitaires et tout, qui voilà, sont quand même assez haut élevés. Et avec la bourse, bon, c'est assez restreint, quoi, simplement. Savoir cuisiner avec ce qui reste dans le placard ou dans le frigo. Avant je faisais pas ça, mais en fait préparer à l'avance chez soi les restes de ce qu'on a mangé le soir pour pré-réchauffer où on peut ou manger froid, ça dérange pas. C'est une solution plutôt que de manger le midi. Je peux donner un exemple tout bête, mais je sais qu'avant on faisait des cagnottes avec des amis, on faisait des cagnottes, simplement récolter, on voyait ce qu'on avait, ce qui nous restait comme fruits. On mettait dans des aliments, on achetait par exemple du poulet en masse, du riz, des frites, et on faisait un plat pour pratiquement toute l'université en fait. Et voilà, quoi, on organisait ce genre de petites choses pour éviter d'être en galère. C'est des choses à faire, je le fais. Donc franchement, pourquoi jeter des choses qui sont encore utiles? Pour moi, le glanage, c'est peut-être une solution un peu extrême à la fin, si on a vraiment besoin, mais si des deux côtés, pour les producteurs, tout ça, et pour les gens, s'il n'y a pas de souci, même au marché, tout ça, s'il n'y a pas de problème, je vois pas où est le mal, quoi. Pour moi, c'est quelque chose, si on a besoin de la nourriture et si les aliments sont bien, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas les prendre, quoi. Je connais le Secours Populaire, les Restaurants du Cœur et Roule Panier aussi, qui est une épicerie ambulante qui va dans des quartiers où des personnes n'ont pas la capacité d'aller en magasin ou n'a pas forcément l'argent pour. Là, non, pas du tout. C'est ça le problème, ils sont pas assez informés, du coup ça amène cette précarité. Je pense pas du tout. Parce que à part moi, j'ai vu personne de mon entourage qui parlait de ça. Pas du tout.
pense pas que tout le monde est très bien informé sur ce sujet, même si moi, depuis que je suis en service civique, je trouve que je suis plus informée déjà et que je pense qu'on pourrait mieux informer les jeunes sur ces aides et les sujets, sur ce sujet-là en tout cas. On est souvent en train de dire si tu manges pas ou si t'as pas d'argent, c'est que t'as pas très bien travaillé à l'école ou tu fais pas assez d'efforts, faut te bouger le cul. Mais à un moment donné, t'as beau faire tous les efforts du monde, des fois tu peux rien faire du tout, t'as plus d'énergie, t'as plus rien envie de faire. Donc il faut déculpabiliser les gens. Des idées de pistes, je pense qu'il faudrait déjà, s'unir en fait tout simplement. Que ce soit jeune ou bien plus démunis, s'unir. Voilà, et je tiens à préciser évidemment que ces jeunes se sont filmés eux-mêmes et qui nous parlent de choses très intimes, donc à les remercier parce qu'on sait combien ce sont des sujets délicats à aborder. Donc on les voit, les générations futures sont aussi acteurs de nos territoires et porteurs d'initiatives en matière d'alimentation. Ils sont acteurs. Et nous avons voulu vous présenter quelques exemples et témoignages complémentaires pour les valoriser et toujours les inciter à s'engager. Voici déjà le foyer des jeunes travailleurs de Quimper qui travaillent quotidiennement auprès des jeunes et notamment sur la problématique de l'alimentation. Nous recevons donc Fleur Leduc qui est animatrice au FJT de Quimper. Bonjour Fleur. Bonjour Magali. Voilà. Bonjour, vous allez pouvoir nous expliquer peut-être le pourquoi de cette préoccupation. Pourquoi est-ce que vous travaillez sur l'alimentation ? Alors merci. Donc je vais tout d'abord donc présenter la structure pour laquelle je travaille et donc les foyers de jeunes travailleurs qui sont présents sur Quimper. Et ensuite je vais présenter ce que nous mettons en place en matière d'alimentation pour les jeunes. Donc nous sommes présents sur le territoire de Quimper. Nous avons 150 places sur 3 structures à Quimper et nous accueillons donc des jeunes qui sont âgés entre 16 et 30 ans et qui sont dans une démarche d'insertion professionnelle. Donc ils sont apprentis, alternants, stagiaires ou bien en contrat en CDD ou alors en contrat intérimaire. Nous avons constaté que les jeunes donc, sont tout de même dans une précarité financière avec moins de 1 000 € par mois pour vivre. Donc, je vais présenter maintenant ce que les FJT, donc différents partenaires aussi du FJT de Quimper, mettent en place en matière d'alimentation. Et ensuite, nous, à notre échelle sur Quimper, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, certains FJT disposent d'un restaurant collectif et proposent donc des petits déjeuners, le déjeuner ou le dîner à des prix modiques, donc à 2 ou 3 € par repas pour les jeunes. Certains proposent même également, ils offrent même le petit déjeuner gratuitement à leurs résidents, comme l'association des Amitiés d'Armor à Brest, par exemple. Donc, pour nous, à Quimper, au sein de l'association Étape Habitat, l'alimentation, c'est avant tout des moments de convivialité et de partage. C'est bien manger, mais c'est aussi du coup partager des moments entre pairs en lien avec l'alimentation. Donc, c'est pourquoi nous faisons appel plusieurs fois par an à une diététicienne qui intervient pour des ateliers de cuisine à destination des jeunes, où elle nous propose des recettes simples, des menus du coup équilibrés et que les jeunes peuvent ensuite refaire chez eux. Donc, l'idée de ces ateliers cuisine, c'est donc de cuisiner tous ensemble donc, le menu de A à Z et ensuite de déguster du coup le repas que chacun a préparé. Et ensuite, chaque jeune peut repartir avec sa petite recette qu'il a réalisée au sein de l'atelier cuisine. Donc, nous proposons également tout au long de l'année différents repas à thème, par exemple comme des repas auberge espagnole, où en fait, chaque jeune ramène un plat de sa région ou alors de son pays, ou alors du coup on déguste ensemble le repas. Et l'idée, c'est donc d'échanger sur sa culture et donc de partager aussi un moment ensemble. Et nous avons réalisé aussi il y a quelques années, donc je vais vous montrer le livre de recettes, donc je ne l'ai pas en format numérique mais qu'en format papier. Et donc en fait le livre de recettes a été fait de A à Z avec donc une animatrice du FJT et donc les jeunes qui ont donc proposé leurs recettes.
Et donc, ils l'ont ensuite, du coup, mis en page avec la collègue animatrice. Et ils ont créé également, du coup, les petites illustrations. Et donc, ce livre de recettes a été édité en plus de 1000 exemplaires et, du coup, donné aux jeunes qui ont participé, du coup, à ce projet-là. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vais laisser la parole à ma collègue Fanny. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour, Fanny Rofino est là. Donc, vous êtes animatrice également et vous travaillez sur l'alimentation aussi? Ah, on ne vous entend pas, Fanny. Est-ce qu'il y a un problème du micro? Voilà, excusez-nous, ça a coupé. On va vous demander de reprendre, s'il vous plaît, votre présentation. Alors, je m'appelle Fanny Rofinella, je suis monitrice éducatrice et j'occupe du coup un poste d'animatrice socio-éducative. Donc, je suis une collègue de Fleur Le Duc. Moi, je travaille que sur la structure des îles, qui est dans le quartier du Bradel à Quimper. Voilà. On a en partenariat du coup avec mes collègues du FJT et Parole de Jeunes du conseil départemental, fait un questionnaire, réalisé un questionnaire pour pouvoir récolter la parole des jeunes. Donc, après avoir laissé passer quelques semaines, du coup, on a recueilli toutes les réponses. Et voilà, ce qui en est vraiment ressorti, c'est que les jeunes, ils essayent majoritairement, en tout cas, de bien manger. Enfin, ils essayent en tout cas de s'alimenter assez bien, sauf que ce qui les bloque vraiment, c'est le côté financier. Ils pensent que manger bio ou manger local et manger sain, ça coûte très cher. Donc voilà, c'est en tout cas ce qu'ils pensent. Du coup, ils souhaiteraient avoir des pistes au niveau des aides du département, s'ils peuvent avoir des bons, s'ils peuvent avoir voilà, des petits tips en fait pour pouvoir se nourrir, mais et que ça leur coûte pas trop cher, enfin, que ça reste en tout cas dans leur budget. Voilà. En dehors de ça, ils nous ont fait part du fait qu'ils aimeraient bien avoir des ateliers cuisine, voilà, assez réguliers, soit parce que concrètement, ils ne savent pas faire à manger, enfin, ils savent pas, on ne leur a pas forcément appris en tout cas à faire à manger, soit parce qu'ils aimeraient découvrir des recettes qu'ils pourraient refaire à petit prix, avec des produits qu'ils ne connaissent pas forcément. Voilà. Après, ce qui en a découlé, nous, du coup, de tous ces questionnaires et de tout ce qu'on a récolté, c'est qu'on a envie de mettre en place, du coup, des ateliers cuisine à partir du moment où on pourra recommencer à faire des animations collectives, parce que là, actuellement, avec le Covid, on ne peut pas le faire. Mais voilà, c'est mettre en place régulièrement des ateliers avec ma collègue Fleur. Et on a un autre projet aussi qu'on aimerait bien monter, c'est à Quimper, je sais qu'il y a des jardins partagés, donc c'est pourquoi pas acquérir une petite parcelle de terrain et pouvoir faire venir les jeunes, ceux qui ont envie d'y participer, régulièrement y aller, planter des légumes, aller les entretenir, et puis au moment des récoltes, que tout le monde puisse se partager ça. Voilà. Et pourquoi pas être en partenariat avec des maraîchers du coin, et pourquoi pas dans les supermarchés aussi, pouvoir voir si on peut récupérer dans les petits supermarchés qui sont à côté des FJT, si on peut récupérer les invendus. Voilà. Donc voilà, on a fait une petite vidéo. Si vous voulez la voir, on va la mettre en lien au niveau du chat. C'est une parole de jeune qu'on a pu récolter du coup en vidéo. Et puis merci pour votre écoute. Merci beaucoup à toutes les deux et bravo encore pour votre dynamisme. On part à Morlaix, cette fois-ci Finistère Nord, donc pour une autre initiative avec un groupe d'étudiants qui, dans le cadre de leur projet Titoré, se sont attaqués aussi au thème de l'alimentation et de la précarité. Je vais laisser la parole donc à Anne Kervella des Cuistots du Viaduc, c'est leur nom, nous présenter son projet collectif. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Donc nous sommes Julie Lemoel et moi-même Anne Kervella. Nous représentons aujourd'hui un groupe projet de 5 étudiants. Nous sommes tous étudiants à l'IUT GACO à Morlaix. Donc, nous sommes venus vous présenter notre projet étudiant morlaisien Comment mieux manger, alias les Cuistots du Viaduc. Nous sommes soutenus par Finistère 2.9, qui est une filiale donc, du Crédit Agricole. Alors, à l'origine de notre projet,
une étude a été menée par nos prédécesseurs à GACO sur l'ensemble du bassin morlaisien. Et cette étude a donc révélé toutes les difficultés auxquelles les étudiants et les jeunes en général pouvaient faire face par rapport à l'alimentation. Donc, elle a révélé des données assez alarmantes, notamment le fait qu'un étudiant sur deux soit habitué à sauter des repas en semaine de cours normale et que ce soit encore pire en semaine d'examen. Donc, c'est les mêmes étudiants qui disposent d'un budget très réduit ne peuvent pas forcément tous se permettre de s'offrir un menu à la cafétéria. Donc, ça nous paraît être aussi une donnée très importante et alarmante. Donc, globalement, cette étude nous a permis en fait, d'identifier les principales contraintes des étudiants, donc à savoir le temps, leur budget et également leurs ustensiles, car les étudiants n'ont pas forcément de mixeur, de four, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi poser problème lorsqu'on essaie de faire à manger. Donc nous, on est également concernés, donc on connaît ces contraintes-là. Donc notre projet vise à inciter donc les étudiants, les jeunes à manger plus sainement, mais également à privilégier le circuit court, le local, et puis tout ça malgré leurs contraintes en fait. Donc nous, on mène des actions concrètes, notamment via un support de communication qu'on a privilégié vis-à-vis des autres. Donc il s'agit de Instagram. Toutes les semaines, en fait, fréquemment, on propose des recettes. On publie, chacun des membres de notre projet publie une recette simple, variée, équilibrée, que les étudiants peuvent réaliser chez eux. Et nous organisons également des concours, des sondages, des challenges, afin de mobiliser un maximum les étudiants à manger et à préparer, etc. Pour l'instant, nous sommes très satisfaits, dans le sens où nous avons énormément de retours positifs. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Julie, qui va vous présenter un projet qu'on est en train d'aborder, d'envisager, etc. Il s'agit de la vente de paniers de légumes. Donc, bonjour à tous. Dans le cadre de notre projet, nous avons comme objectif final de mettre en place un système de vente de paniers de légumes donc pour les étudiants du bassin morlaisien. Nous envisageons de commencer cette vente à partir de février jusqu'en fin mars. Nous réaliserons en tout 4 ventes de paniers de légumes. Donc, on va faire des ventes une semaine sur 2 pendant nos 2 mois de vente. Nous sommes actuellement dans la recherche de nos partenaires pour ces paniers de légumes et nous avons mis en place 3 critères pour choisir nos partenaires. Tout d'abord, on aura un critère local, un critère de prix et un critère de livraison. Donc, concernant le critère local, nous souhaitons privilégier le circuit court et donc privilégier les producteurs locaux. Nous voulons également aussi négocier un prix abordable afin que le prix ne soit pas un frein à l'achat pour les étudiants qui sont contraints par leur petit budget comme nous tous. Et enfin, nous pensons qu'il est important de livrer ces paniers de légumes en début de semaine, car tout simplement, la plupart des étudiants rentrent chez eux le week-end et ne restent pas dans leur appartement étudiant. Donc, on pense qu'il vaut mieux qu'ils aient consommé leurs légumes avant la fin de la semaine et donc qu'ils les reçoivent en début de semaine. Pour la vente de ces paniers de légumes, nous, on veut vraiment créer une expérience client, pas tout simplement vendre des paniers de légumes. C'est pourquoi nous allons mettre en place des lives sur Instagram, donc sur le principe assez connu de Tous en cuisine, qui a eu lieu pendant le premier confinement. Et donc, nous allons réaliser la même chose, c'est-à-dire des lives où nous ferons en live des recettes à partir des paniers de légumes que nous aurons vendus en direct avec les étudiants. Donc, on espère vraiment que notre projet, il pourra motiver les étudiants à manger plus de légumes et donc à voir le légume comme quelque chose de plus cool. Donc, nous avons fini pour notre intervention. On va s'en tenir là donc, pour notre intervention. Et bien sûr, si vous avez envie de nous contacter, n'hésitez pas via la plateforme du coup Instagram. Ça s'appelle Les Cuistots du Viaduc, tout attaché. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Anne et Julie. Merci encore pour votre travail. Nous allons maintenant vers une dernière initiative locale, encore chez les étudiants, avec Coraline Bidot, qui est vice-présidente en charge de l'innovation sociale, c'est pas rien, à la FEDEB, la Fédération des associations étudiantes de Bretagne occidentale. Coraline, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Bonjour Coraline. Du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet Agorae? Il s'agit d'une épicerie locale et solidaire, me semble-t-il. C'est ça.
Alors, du coup, l'Agorae, c'est une épicerie sociale et solidaire, donc à l'initiative de la FAGE. Donc, pour la FEDB, l'Agorae est ouverte du lundi au vendredi pendant environ 2-3 heures, donc pour les étudiants en situation de précarité qui vivent, si vous voulez, avec un reste à vivre par jour de 7,50 €. Donc aujourd'hui, on accueille environ un peu plus de 120 bénéficiaires à l'Agorae, donc qui achètent les denrées à 10 à 20% du prix du marché. Donc pour vous donner un exemple, le paquet de pâtes coûtera 8 centimes. Voilà. Donc après, donc l'Agorae est toujours ouverte pendant le confinement, c'est très important, et le nombre de bénéficiaires augmente considérablement. Et on fait aussi de la communication sur nos réseaux où on propose également toutes les semaines, une recette par semaine avec des produits qui peuvent acheter à l'Agorae. Voilà. Au niveau de la FEDB, sinon, on a aussi également, on promouvoit aussi le bien manger, donc avec le dispositif qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Donc, La Ruche qui dit oui, si vous voulez, c'est un réseau communautaire où il y a plusieurs producteurs locaux. Donc, on essaie de créer, en fait, si vous voulez, au maximum le circuit court le plus possible. Donc, en fait, le fonctionnement, ça va être un site internet. C'est un système de commande et tous les jeudis, donc au niveau du campus de Brest, dans la fac de sciences, les étudiants, donc là pour le coup c'est ouvert à tous les étudiants, et viennent chercher leur panier une fois par semaine. Donc voilà. Donc il faut savoir que l'Agorae et la Ruche qui dit oui sont en lien, étant donné que tous les bénéfices de la Ruche qui dit oui sont reversés à l'Agorae pour que nous puissions acheter des denrées supplémentaires pour nos étudiants. Voilà. Et merci beaucoup pour votre énergie, pour ce projet, et puis on vous souhaite bonne chance dans sa continuation. Je remercie donc tous les participants, avec évidemment un merci spécial à Damien Conaré, le grand intervenant, ainsi qu'aux intervenants autres. Nous faisons une courte pause, 5 minutes maximum, et puis on se retrouve pour la seconde partie de ces assises de l'alimentation. Il s'agira de l'atelier technique Reterritorialiser son alimentation, les opportunités finistériennes. À tout de suite.